Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes en compagnie de Lucas Bourbon de IVEO Capital Partners. Bonjour Lucas. Bonjour Pierre. Lucas va nous parler aujourd'hui des marchés obligataires émergents et va nous présenter cette classe d'actifs qui est assez peu utilisée dans les allocations. C'est à toi Lucas. Écoute, je te remercie Pierre. L'idée du jour était de présenter IVEO Capital Partners, notre société de gestion, notre équipe et surtout notre marché, notre segment, qui est, c'est vrai, peu représenté pour l'instant de la part de nos différents partenaires au sein de leur portefeuille, mais qui mérite de s'y intéresser de par ses caractéristiques assez singulières. On va le voir par la suite. Donc, l'idée avec IVEO, c'est déjà d'apporter de la diversification et comme le nom l'indique sur cette slide, permettre à un investisseur d'accéder aux obligations des leaders émergents sans prendre de risque de change. On le verra pourquoi et comment. Donc, IVEO, on est une société de gestion française indépendante lancée en 2012. On a actuellement un peu plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion à travers une gamme cotée et non cotée. Notre spécialité et ce qui a fait notre force et notre réputation étant véritablement d'être le spécialiste de la dette d'entreprise émergente. Et également, on a une activité, donc, comme je disais, non cotée à travers du financement de contentieux. L'idée étant vraiment toujours de chercher de la haute diversification avec des hauts rendements. Donc, on a lancé, pas plus tard que l'an dernier, deux nouvelles stratégies. Une stratégie cotée avec un fonds daté que je présenterai un peu plus distinctement par la suite. Et également une stratégie non cotée, à savoir notre troisième vintage, le troisième véhicule de notre solution de financement de contentieux. L'équipe, elle est formée de la part de Michael Israël et Sidney Horry, également Marion Bougel, qui sont les trois personnes contrôle IVEO. À la suite de ça, on a une équipe d'environ 15 analystes qui sont à la gestion. La particularité, c'est que comme on est véritablement spécialisé sur les obligations d'entreprises émergentes et sur le crédit international avec un biais émergent, nos analystes vont exclusivement travailler sur ces émetteurs qu'on connaît bien parce que ça fait maintenant 10 ans, on dispose d'un track record assez intéressant et fait des distinctions qu'on a de la part des différents providers, que ce soit des Morningstar, des Cantalis ou autres, on voit que la spécificité et la spécialisation surtout sur l'univers d'investissement a payé. Donc, comme je le disais, notre objectif, c'est, et Pierre, je pense que tu le sais bien, c'est Mm. d'élargir les univers d'investissement. C'est vrai que beaucoup de portefeuilles disposent de fonds obligataires européens et également d'actions européennes. Nous, l'idée, c'était d'élargir les investissements, d'apporter de la diversification en proposant une stratégie sur les obligations d'entreprises émergentes. Et on le voit ici, on a une gamme assez, assez, assez forte et assez grosse en termes de fonds, de support d'investissement, étant donné que chaque support essaie de répondre à un besoin, en termes de risque notamment, Quand tu pour dis nos émergent, différents investisseurs. tu peux nous dire un peu les pays sur lesquels vous investissez? Oui, bien sûr. Déjà, la particularité, tu l'as très bien dit, c'est que le monde émergent, ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que le monde émergent, quand on y pense, c'est toutes les économies, sauf les 20-25 économies des marchés développés. Donc, le monde émergent, nous, on est en termes crédit sur des sociétés, des leaders, parce qu'il faut savoir qu'on va investir dans des obligations qu'on appelle en devise dure, c'est-à-dire que ce sont des obligations en dollars. Ça va être des émetteurs émergents qui ont la capacité d'aller capter des capitaux étrangers en levant de l'argent en dollars, en euros ou en livres sterling, par exemple. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une taille de société en portefeuille, grosse structure, une grosse société. Et pour répondre à ta question, on va être, nous, IVEO, historiquement, avoir un biais sur les économies, notamment d'Amérique latine. D'Amérique latine, et j'y reviendrai. Ce qui explique aussi notre biais d'Amérique latine, c'est quelque chose qui est inhérent, c'est le plafond souverain. J'y reviendrai par la suite. Déjà, l'idée, Pierre, à l'instant T, c'est de parler de notre univers d'investissement, parce que tu l'as bien dit, c'est quelque chose qui est peu présent dans les différents portefeuilles. Oui, essentiellement, on va investir en obligataire, mais ça va se retrouver soit en zone européenne, soit éventuellement aux États-Unis. Et à part ces deux zones, l'obligataire est assez peu présent dans les allocations. Exactement. Premièrement aussi, surtout chez le monde émergent, il y a l'épouvantail. Il y a l'épouvantail émergent. Bien souvent, quand on se dit investir dans de l'émergent, si j'investis dans de l'émergent, autant prendre le risque action.
Mais il faut avoir en tête que quand on achète une action émergente, on achète la devise aussi. Mhm. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de proposer un fonds qui va exclusivement s'intéresser, on va dire, aux performances idiosyncratiques, si je puis dire, au bilan des sociétés émergentes, sans risque de change, sans pari macro, sans rien, juste de la micro. Déjà, c'est un univers qui est extrêmement large. On le voit ici en haut à gauche avec cet histogramme. Bah, il faut avoir en tête quand même que notre classe d'actifs, notre univers d'investissement, c'est presque 5 fois plus large que de l'euro high yield. Si on combine l'euro high yield et l'US high yield, c'est même pas la taille de notre univers d'investissement. Là où je veux en venir, bah, c'est que du coup, on a énormément d'opportunités. Et ça, c'est un bon point quand on est gérant et notamment obligataire. Le deuxième point, en termes relatifs, bien souvent, nos partenaires vont avoir des actions émergentes. Et on en est très content parce que pour nous, c'est un excellent moteur de performance complémentaire à de l'obligataire émergent, notamment via IVO. Pourquoi? Parce que bah, si on regarde le ratio de Sharpe, c'est-à-dire le ratio rendement-risque de la classe d'actifs, bah, on se rend compte que notre univers d'investissement, bah, on est sur un excellent ratio de Sharpe depuis 2015, depuis 2010, et notamment par rapport aux actions émergentes. Là, vous voyez en dessous le graphe et les performances sur les 10 dernières années bah, de l'univers. Ça, c'est pas l'univers, ça va être sur rien que nos classes d'actifs. Enfin, c'est pas IVO, c'est nos classes d'actifs. Bah, vous voyez que le Emerging Corporate Debt Hard Currency, désolé pour cet anglicisme, qui est les obligations d'entreprise en devises dures en dollars, bah, on voit que c'est le jour et la nuit par rapport à un indice action. Comment ça s'explique? Et comme je le disais, c'est véritablement le fait d'être en devises dures, de ne pas avoir le risque de change et tout simplement d'être sur des très bonnes sociétés dans le monde des matchs. Ben, ce qui est intéressant, Pierre, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, notre exposition géographique, ben, plus Amérique latine. Et d'où elle provient, cette exposition géographique? Elle provient d'une inefficience structurelle au marché obligataire, qui est le plafond souverain. Le plafond souverain, chez nous, ça nous a permis de générer notre approche mauvais pays, bonne société. Une approche qui est très connue de nos partenaires et qui a fait connaître IVO, notamment, de la part de nos partenaires. Ben, l'approche mauvais pays, bonne société, c'est le mécanisme du plafond souverain. Le plafond souverain, c'est quand vous êtes une société, un émetteur, que vous émettez sur le marché obligataire, et vous avez une note. Vous savez, je pense que tu l'as vu, Pierre, il y a 2, 3 semaines, la France a été downgradée. Elle est passée à double A. Et il y a eu ce qu'on appelle un downgrade de rating. Rappelle-nous un peu l'échelle, triple A, et ainsi de Exactement. suite. Donc, en fait, il va y avoir tout ce qui est considéré comme de l'investment grade, donc de triple A à triple B, moins, et ensuite tout ce qu'on va considérer comme high yield, du haut rendement. Et là, donc, c'est à partir du double B+, jusqu'à du triple C, voire triple C. Et ensuite, il y a le défaut. La particularité du plafond souverain, c'est inhérent dans toutes les économies. Le plafond souverain était très connu dans l'univers européen à la suite de la dette des crises souveraines, notamment. Euh, bah, c'est intéressant parce que ça signifie qu'on va être plafonné par le rating, par la notation de son pays. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On a beau être la meilleure société sur Terre en termes de crédit, c'est-à-dire générer des cash flows positifs, être très peu endetté, avoir un marché en croissance, si on est dans une économie dite mauvais pays, entre guillemets, donc mal noté en termes de rating, comme par exemple l'Argentine, l'Équateur, le Ghana ou autre, en fait, on va être plafonné. Et ça, pour nous, c'est une source d'opportunité qui est excellente. Pourquoi? Parce que c'est un risque qu'on va appeler un risque exogène. Je rajouterais, même si les, l'économique de la société est majoritairement réalisée à l'étranger, dans des pays qui peuvent être tout à fait normaux ou bien faits, c'est la localisation de la société qui compte et qui va mettre ce plafond, hein, c'est ça. C'est exactement ça, et d'autant plus, nous, c'est ce qu'on va chercher. On va essayer de chercher des sociétés qui vont avoir un business model souvent d'exportateurs, notamment d'exportateurs de matières premières, de matières agricoles. Comme ça permet véritablement d'avoir en plus des entrées d'argent en dollars et pas en monnaie Hmm. locale. Ce qui Ce qui permet permet d'acheter de l'obligataire en dollars. exactement. Donc là, on a un exemple sur la droite, Keyport, qui est l'aéroport de Quito, la capitale de l'Équateur. Et c'est exactement la caractéristique qu'on aime bien chez IVEO. C'est une belle position dans nos portefeuilles. L'aéroport de Quito, donc si on regarde véritablement juste sa qualité de crédit, on voit ici que c'est une notation double B+. On appelle ça la notation standalone. Sauf que si, bah, ce qu'on va voir sur Bloomberg, quand on va acheter le titre de l'obligation Keyport, on va avoir une notation triple C+. Pourquoi? Parce que l'Équateur est triple C. Donc, automatiquement, on est plafonné. Et ce qui est intéressant, vous le voyez sur la droite,
C'est nous, quand on est gérant obligataire, on raisonne en termes de levier d'endettement. Je préfère avoir une société qui est très peu endettée parce que elle a plus de chances de rembourser ma dette normalement. Là, je vous invite à regarder le levier d'endettement de notre aéroport de Quito en Équateur, qui est de 4,2, c'est-à-dire qu'en moins de 5 ans d'activité, elle peut rembourser sa dette grâce à son EBITDA. Par rapport à un aéroport de Sydney qui est à 22 fois, bah, on se rend compte qu'il y en a une qui paye en euros du 11%, l'autre du 4,5. Donc, Ça, c'est la particularité de notre univers. C'est ce euh, qu'on adore. notation à peu près équivalente, euh, sauf qu'il y en a une qui est plafonnée par sa zone géographique. En revanche, les caractéristiques de la société, celle d'Équateur, elle est beaucoup plus saine que celle d'Australie. Et paradoxalement, l'Équateur donne 11,4 de rendement, alors que l'aéroport de Sydney, 4,5. Exactement. Et ce qui est important, et en plus, ce sera une belle transition avec la slide d'après, c'est en termes de levier d'endettement. On voit Mm, que c'est le jour et la nuit, hein. Il y a un aéroport qui est endetté à 4,2 fois, l'autre qui est à 22 fois. mm, Et quand on est créancier, on préfère aller quand même sur des sociétés qui sont moins endettées. Et l'idée, c'est vraiment de démystifier notre univers d'investissement et de l'épouvantail émergent à travers cette slide. Le nerf de la guerre de l'obligataire, c'est, à notre avis, investir dans des sociétés peu endettées. Peu endettées, ou du moins qui ont un levier d'endettement net le plus faible. Et là, je t'invite à regarder, même si je pense que tu connais cette slide, l'écart véritablement entre même du high yield émergent, hein. Donc, il y a high yield émergent, c'est dans la tête des investisseurs potentiellement le plus risqué. Si on regarde en termes de levier d'endettement, on regarde en moyenne les sociétés émergentes au rendement sont moins endettées que de mm. l'investment grade américain ou européen. Et par Oui, rapport à... Exactement. ouais, c'est quand même Et par assez rapport surprenant. On aurait tendance à penser que l'émergence est plus risquée, mais peut-être par rapport à la zone. En revanche, au niveau de la qualité de l'entreprise à laquelle on prête son argent, elle a un endettement qui est beaucoup moins élevé qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Et c'est ce qui est exactement, et c'est positif ça pour un véritablement. gérant. C'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est prendre un risque qui, à notre avis, est potentiellement exogène, avoir un risque de volatilité qui est inhérent potentiellement à l'univers émergent. Néanmoins, quand on regarde la qualité crédit des sociétés, on est sur des très bonnes sociétés qui génèrent du cash flow, qui ont des marges d'EBITDA bien souvent supérieures aux économies développées aussi, parce que elles sont en force d'avoir potentiellement des coûts moindres, des coûts fixes moindres que dans les économies développées. Et typiquement, nous, on veut permettre au plus grand nombre de saisir ces opportunités et qui est un moteur de performance assez complémentaire à ce qui existe déjà Mhm. sur l'univers obligataire notamment. Très bien, ben, je te remercie Lucas de nous avoir présenté cette belle classe d'actifs, d'autant que c'est le marché obligataire depuis la récente hausse des taux des différentes banques centrales, c'est une classe d'actifs qui est redevenue au devant de la scène et qui nous intéresse de plus en plus, nous, investisseurs et allocataires d'actifs, à rentrer davantage en portefeuille. Est-ce que tu peux nous parler, toi, des produits que tu mets en avant en ce moment et qui sont pertinents pour nos clients et leur allocation? Merci Pierre. Oui, c'est vrai qu'il y a un attrait sur de l'obligataire, étant donné que pendant 5 ans, voire plus, les taux étaient au plus bas. Donc, pour trouver du rendement au sein de l'obligataire, c'était compliqué. Là, la hausse de taux de manière mathématique, si je puis dire, a permis aussi de saisir des nouvelles opportunités pour les allocataires d'actifs sur un univers obligataire. Et nous, le fonds que je veux mettre en avant et qu'on a lancé en octobre dernier, c'est un fonds daté. Un fonds daté, et je pense que tu l'as vu de par les différents confrères à moi que tu as rencontrés, beaucoup de gens ont lancé des fonds datés. Pourquoi? Parce que c'était un timing intéressant, un timing opportun depuis, on va dire, l'été dernier. Pourquoi? Parce que les niveaux de rendement ont été élevés, donc ça permet à un fonds daté de cristalliser un niveau de rendement élevé sur une période donnée. Pourquoi le fonds daté aussi correspond à un besoin, à mon sens, pour le client privé et vous, nos partenaires? Parce que ça permet une meilleure visibilité. C'est-à-dire qu'avec un fonds daté, on va avoir une visibilité sur le rendement du fonds. Quand on rentre sur un rendement donné, toute chose égale par ailleurs, s'il n'y a pas de défaut, c'est le rendement à échéance. Et également, quand je parle d'échéance, on a une visibilité sur 2025, 2027, 2028. Nous, on a décidé de lancer le fonds IVO 2028, qui, et je pense que tu le diras également, qui se
se différencie véritablement de ce que font nos confrères? Bah, déjà, principalement parce que c'est le seul fonds Mm. 100% émergent. Donc, c'est-à-dire que déjà, si on cherche une diversification dans sa poche à échéance de fonds datés, bah, il y a un fonds qui est 100% univers émergent. Et faut pas l'oublier que l'univers émergent, c'est des pays comme l'Inde, comme le Mexique, comme le Pérou, comme le Brésil, qui ont quand même des dynamiques de croissance, mais également comme la Chine ou du moins la zone asiatique, qui ont quand même des dynamiques de croissance supérieures aux marchés développés. Donc nous, l'idée, c'est juste de proposer un fonds daté avec une visibilité, une très bonne qualité de société en portefeuille, parce qu'on les a achetés pas cher, hein. Il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête, qui va quand même délivrer un rendement qui me paraît assez cohérent, hein, sur une période donnée, mais surtout bah, qui va apporter de la diversification. Et c'est vraiment le maître mot, hein, de la stratégie d'Ivéo, c'est vous apporter une diversification, que ce soit géographique, sectorielle. Je pense que tu le vois sur Mm. le graphe et sur l'histogramme, pardon, sur la droite. Bien entendu qu'on vous diversifie de manière géographique, mais il faut aussi penser aux secteurs dans lesquels on investit. Et là, vous voyez ben, ce qu'on appelle les peers, ce sont les fonds de nos confrères, hein, qui ont lancé des fonds datés. Ben, en fait, on voit véritablement que c'est le jour et la nuit en termes de secteur. Mm. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est il faut avoir de tout. Il faut une complémentarité dans une gamme. Et on trouve qu'avoir cette complémentarité et des moteurs de performance qui vont, bah, pour vos allocations à long terme, s'entraider, on trouve ça intéressant. On trouve ça intéressant de se diversifier comme ça. Donc, véritablement, pour moi, l'outil de diversification parfait pour les fonds datés, c'est le fonds IVO 2028. Combien as-tu de lignes à l'intérieur du portefeuille? Actuellement, on a environ 77 lignes en portefeuille Ok. sur des économies assez diversifiées. Là, je montrais le top 5, hein, des pays dans lesquels on a investi. Donc, c'est des grands pays émergents, hein. Ouais. Si on parle de l'Inde, du Mexique Mexique. et du Ouais. Brésil, Ok. voilà, je pense que c'est peut-être pas les plus petits pays de notre univers d'investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également une notation moyenne de bonne qualité pour du AI, Mm. hein. On est quand même sur du double B. Et bah, l'avantage de notre fonds et du W de notre fonds, c'est qu'on va dire, c'est du véritable W. Double B. Mm. Bien Voilà, entendu, on j'allais te connaît demander, c'est du WB inscrit sur Bloomberg, c'est ça? exactement, et de une sur Bloomberg, et de deux, c'est aussi un W qui a la majorité de ses obligations en W. Je veux Ouais. dire, c'est pas 20% de triple A et 20% de triple C. Donc, Ok. l'idée, c'est vraiment d'apporter un profil assez prudent, un niveau de rendement qui nous semble cohérent, comme je disais, et surtout bah, de cristalliser une diversification totale pour Mm. nos partenaires. Et au niveau du rendement attendu annuel? Là, on est à l'instant T sur un rendement brut en euros aux alentours de 8,4% à Ok. date. Ce qui, à notre avis, est un rendement cohérent compte tenu de ce qui existe sur le marché et aussi, surtout, hein, de la qualité des sociétés en portefeuille, des pays qu'on a en top position. Très bien. Ben, Peut-être je peux faire juste Pierre, ouais. juste un petit exemple de société qu'on adore. C'est typiquement la beauté de l'univers émergent. C'est cette société-là, Bulgarian Energy. Bon, comme tu l'as compris, hein, et vous l'aurez compris, c'est en Bulgarie. C'est un peu le EDF bulgare, si je puis dire. Ben, la particularité quand même de cette société, et ça n'existe que dans l'univers émergent, ben, c'est que si vous regardez le levier net, on est à 0 point. C'est-à-dire qu'on est sur une société qui est pas endettée, qui a un niveau d'EBITDA similaire à sa dette. En Sauf que quelques mois, elle rembourse toute sa dette, quoi, mais même pas. exactement, c'est exactement ça. L'an dernier, elle a généré quand même 1,4 milliard de free cash flow, ce qui est pas mal. Et pour autant, cette société, elle va payer combien? Elle va payer du 6,7 en euros. Mm. Donc ça, c'est vraiment la beauté aussi de notre univers d'investissement, c'est avoir du rendement sans pour autant prendre un gros risque idiosyncratique. Et comparé à la société concurrente en française, donc EDF, qui serait un levier d'endettement de 4,2, donc 4 ans Exactement. pour rembourser sa dette, et ben, elle paye un rendement de 4%. C'est ça, c'est ça. Et nous, bah, l'équipe de 15 analystes gérants chez IVEO, bah, leur travail, c'est de saisir ces pépites-là, saisir ces opportunités pour offrir du rendement à nos partenaires, comme je disais, sans prendre un risque démesuré. Optimiser le couple rendement-risque tout en améliorant la diversification des portefeuilles. Si je pourrais résumer, c'est un petit peu l'objectif d'Iveo.
je te remercie. Bien Ça résumé. marche. Bah, je te remercie, Lucas, pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous retourner vers votre conseiller. Nous vous guiderons sur l'intégration du support IVO 2028 ou des autres supports de la gamme IVO à l'intérieur de vos contrats. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.